Et si vous étiez un handiparent, un parent en situation de handicap et invisible? Fréquence Parents, le podcast qui rend visible et donne la parole aux parents en situation de handicap pour que les choses bougent. Bonjour à tous, bienvenue dans Fréquence Parents, vivre la parentalité avec un handicap, le podcast qui donne la parole aux parents, aux futurs parents en situation de handicap et qui rend visible la parentalité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir avec nous Cécile Hernandez qui va nous parler de son parcours de maternité et de sportive aussi, de haut niveau avec la sclérose en plaques. Bonjour Cécile. Bonjour Jane. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bonjour, je m'appelle Cécile Hernandez, j'ai 51 ans, je vis à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Je suis sportive de niveau, championne paralympique de parasnowboard, je prépare les prochains Jeux de Milan-Cortina 2026 et je suis maman d'une petite fille qui a bien grandi puisque maintenant elle a 18 ans. Alors, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis le 21 octobre 2002, où je me suis réveillée un matin totalement paralysée. Et après 4 jours d'examen, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Je me suis réveillée ce matin qui m'a fait basculer dans le monde du handicap. J'avais 28 ans à l'époque. Et depuis, c'est passé 23 ans et les choses ont bien évolué à la fois sur mon parcours et à la fois sur la perception de la sclérose en plaques aussi. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est que déjà notre monde s'effondre complètement. J'ai basculé le 20 octobre, tout allait bien. Le 21 octobre, je me lève paralysée. Le 24 octobre, on me diagnostique cette sclérose en plaques. On me dit que je pourrais certainement plus jamais remarcher. Moi, j'étais déjà sportive, donc on me dit aussi que qu'il fallait faire le deuil du sport très rapidement. J'étais chef d'entreprise, j'avais une société de communication événementielle. Voilà, qu'il va falloir arrêter la société. J'avais un appartement qui finalement était plus adapté à mon handicap, puisque je me retrouvais du jour au lendemain en fauteuil roulant. Donc voilà, une succession de deuils. Je ne m'attendais pas à basculer comme ça du jour au lendemain dans le monde du handicap. Et ça a été d'une violence absolue. D'une violence où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne veux pas vivre ça. J'étais super dynamique, hyper indépendante. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans ce monde-là que je ne connais pas, dans ce monde d'immobilisme, de dépendance. Et ça a été un vrai choc, à la fois un choc pour moi et un choc pour ma famille. J'ai pas menti. J'aime dire que je n'ai pas menti, mais en tout cas, je n'ai pas dit la vérité. Comme je fais déjà du sport de haut niveau, en BMX et en snowboard, les gens, quand ils me voyaient en fauteuil, ils me disaient « Ah, mais t'as eu un accident sportif ?» Et en fait, je levais les épaules pour pas mentir, mais pour pas dire la vérité, parce que je n'étais pas prête à assumer cet handicap, ce nouveau statut de personne handicapée. Et j'étais également surtout pas prête à associer moi, je suis une personne handicapée. Non, je n'étais pas prête à ça. Alors oui, avant mon diagnostic, j'étais donc chef d'entreprise et je ne me suis pas retrouvée de suite confrontée à nouveau avec le monde du travail et mon handicap, puisqu'on m'a dit que je ne pouvais plus rien faire. On m'a dit finis ça, finis ça, finis ça, finis ça, finis ça. On m'a plus énuméré le champ des impossibles que le champ des possibles, comme j'aime le dire. Et maintenant, je vois plus le champ des possibles que le champ des impossibles. En tout cas, aujourd'hui, je sais que les choses sont possibles en les faisant différemment. Mais on peut arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire. Il faut juste s'adapter, adapter à son handicap. Et du coup, j'ai été pas confrontée, entre guillemets, à la violence du regard des autres, où tu passes d'une vie valide ou à une vie handi dans le monde de l'entreprise. J'ai plus été confrontée à la violence comme j'aime bien le dire, du filtre à con qui est le handicap, c'est-à-dire que des gens qui me voyaient en fauteuil roulant, qui changeaient de trottoir pour pas avoir à me parler. À la fois, je peux comprendre que tu ne saches pas quoi dire, mais moi, je pars du principe que dès que les choses sont faites avec le cœur et sans voyeurisme, avec beaucoup de spontanéité, de naturel, pour parler du handicap ou de toute autre forme de différence ou de singularité, eh ben, tu ne peux qu'apprécier la sincérité de la personne. C'est ce que j'apprécie beaucoup quand j'interviens avec des enfants, c'est leur spontanéité, leur sincérité, et j'adore ça. Et du coup, j'ai perdu des amis, mais c'était pas des amis au final. Quand le handicap te fait t'éloigner
de telle ou telle personne, c'est que ce ne sont pas des amis. Et par contre, il y a d'autres amis qui se sont vraiment révélés comme étant des soutiens incroyables en termes de fidélité et pas de dépendance, mais si j'avais besoin, je savais qu'ils étaient là. Et pour le coup, le handicap, ça a vraiment été ce filtre-là. Et j'ai perdu, mais en fait, non, j'aime à dire que j'ai gagné, c'était du gagnant-gagnant parce que j'ai perdu des gens qui ne méritaient pas d'être là. Et j'ai gagné des gens qui se sont révélés, qui ont été fondamentalement incroyables. Très, très honnêtement, quand j'ai rencontré la personne qui va devenir mon mari et qui a été à mes côtés quand je me suis réveillée totalement paralysée, je lui ai dit 2 choses. Quand je l'ai rencontré en 2001, je lui ai dit « Écoute, 2 choses. Tu passeras toujours après ma maman et je ne veux pas d'enfant. » Et le premier soir de notre rencontre. Et du coup, j'étais une personne, je suis issue d'une famille avec des parents divorcés qui s'entendent certes très bien, mais des parents divorcés et il n'y a jamais eu de déchirure, de conflit, de mots les uns plus hauts que les autres ou quoi que ce soit. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie d'enfant. Et j'étais très fusionnelle avec ma maman et j'avais peur justement de ne pas retrouver, si j'avais un enfant, cet amour unique que je partage avec ma maman. Et du coup, je lui ai dit ça. Et finalement, le handicap est entré dans ma vie en 2002. Mon compagnon est devenu mon fiancé puis mon mari. J'ai acheté une maison adaptée. J'ai acheté une maison et je l'ai faite adapter. Et puis, je me suis rendu compte que le handicap m'avait complètement changé dans les priorités de la vie. La priorité qui était la santé, qui était d'être heureuse, qui était de s'accepter, qui était de se reconstruire. Et en fait, dans cette reconstruction autour de l'amour que je ressentais pour mon mari, il y avait lui qui voulait des enfants, moi qui n'en voulais pas, mais avec son handicap qui m'avait fait changer, je m'étais assurée de ne pas avoir une maladie génétique et héréditaire. Et à partir du moment où j'ai pu cocher toutes ces cases, maladie non génétique, maladie non héréditaire et tout, je me suis posé la question de me dire, pourquoi je n'aurais pas un enfant maintenant ? On est mariés, je suis heureuse, je vais mieux, je suis un peu plus indépendante. Pourquoi je n'aurais pas un enfant ? Et au final, on a mis ce projet de bébé en route. Ça a pris un bon moment, vraiment, parce que la maladie avait bousculé mes cycles hormonaux. Et du coup, en 2007, j'ai appris que j'étais enceinte. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a été quelque chose d'incroyable dans le sens où j'ai essuyé pas mal de réflexions aussi quand j'étais enceinte et qu'on me voyait avec mes béquilles. J'ai eu déjà des gens qui m'ont dit « Ah bon, t'es handicapée ? Mais les handicapés, il faut pas que ça se reproduise. Il faut pas que ça se reproduise. » J'étais là, j'étais choquée j'étais insultée par des gens pourtant, j'étais fière de moi. J'étais debout avec mes béquilles, avec ce ventre rond et tout. J'étais super fière de moi. Mais dans la tête des gens, si tu es handicapé, tu n'as pas à te reproduire. Tu n'as pas à la fois prendre le risque de mettre au monde un enfant handicapé et tout ça. Et en fait, ça m'a rendue forte parce que même les médecins pensaient que j'allais faire ma grossesse en fauteuil roulant. Finalement, je suis restée debout avec mes béquilles jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup et ça m'a donné une idée de le monde dans lequel ma fille allait devoir grandir. Et ça m'a donné une idée sur ce que représentait l'handiparentalité et ce statut finalement qui n'existe pas au final. Et je me suis intéressée à des livres. J'avais déjà écrit mon premier livre, La guerre des nerfs, qui parlait de mon parcours avec la maladie jusqu'à la naissance de ma petite. Et je me suis intéressée à l'handiparentalité pour trouver non pas des clés, mais des ressources que chacun adapte à son parcours. Et ça n'existait pas, rien, aucun livre. Et du coup, je me suis rendu compte que ma fille, en grandissant, elle allait être confrontée à ce regard, à ces clichés, à des situations, alors qu'elle était une enfant valide avec une maman handicapée. Donc autant il y avait plein de livres de parents valides avec des enfants handicapés, mais l'inverse, cette handiparentalité n'avait pas été matérialisée dans des livres.
et j'avais aucune ressource sur laquelle m'appuyer. J'avais des ressources de maternité classique, valides, entre guillemets ordinaires. Mais par contre, la maternité, l'handiparentalité, l'handimaternité, je ne connaissais pas. Et du coup, comment vivre un accouchement avec une sclérose en plaques? Comment tu fais ton retour à la maison avec ton enfant? Comment, toi qui n'as pas beaucoup de sensations, comment tu testes l'eau de ton bain? Ok, le thermomètre, d'accord. Mais comment tu testes la nourriture? Tu vois, tout ça. Et en fait, j'ai écrit ce livre suite à un livre que je n'avais pas du tout apprécié sur le handicap, mais le handicap des enfants, qui était le livre de Jean-Louis Fournier, qui avait été prix Femina. Où il expliquait sa vie avec ses enfants qui étaient en institut et qui venaient récupérer occasionnellement quelques heures le week-end. Et en fait, j'ai pas du tout aimé ce livre. Il m'a même choquée. Ok, c'est un humoriste, c'est un des meilleurs amis de Pierre Desproges. Et on peut faire de l'humour. Je suis absolument fan de l'humour lié au handicap et tout, aucun problème. Mais là, je l'ai pas très bien vécu, donc je dis où on va. Le livre, c'était Où on va, papa. Moi, j'ai dit qu'est-ce qu'elle fait, maman, avec exactement la même segmentation de pages et tout. Et puis j'ai expliqué à ma fille donc ses regards, ses situations de handicap, ses situations contraintes, parce qu'au final, elle n'a pas demandé à venir au monde, elle n'a pas demandé à avoir une maman handicapée, elle n'a pas demandé à grandir dans une société qui n'est pas forcément inclusive et bienveillante vis-à-vis du handicap. Et donc, je lui ai expliqué. Et je l'ai vu après, en grandissant, quand j'avais une béquille et ma fille dans le bras, les gens, dès qu'ils me voyaient, les gens mettaient les mains, comme si j'étais inconsciente de porter ma fille dans les bras alors que j'avais une béquille et que j'étais malmarchante. J'ai vu les gens qui ne comprenaient pas pourquoi ma fille, elle se baladait avec moi dans la rue en tenant pas une laisse, mais on avait mis en place un système de foulard et d'écharpe pour délimiter son périmètre pour qu'on soit en sécurité. On a fait plein de choses comme ça. Mais on essuyait le regard des gens. Et j'ai une petite anecdote parce que j'avais une canne qui se plie et j'avais une petite anecdote. Une fois, on était dans un parc et ma fille sympathise avec d'autres enfants. Et ma fille prenait ma canne et elle faisait le petit cheval et tout. Petit cheval, la canne à pêche, elle pliait, elle faisait des trucs à banaliser cette canne qui faisait partie complètement de notre quotidien. Et à un moment, il y a un enfant qui vient et qui veut jouer avec ma fille avec la canne. Et t'as la maman qui arrive en courant et qui dit à l'enfant « Touche pas ça, ça porte malheur ». Et ma fille, elle dit « Mais non, ça porte pas malheur ». Elle dit c'est un jouet, ça aide maman à marcher, mais pour moi c'est un jouet et c'est super cool que maman elle ait ça. Je peux faire la petite canne à pêche, je peux faire du golf avec la canne de maman et tout. Et j'ai la maman qui a tiré le petit enfant et l'enfant qui dit de toute façon toi t'es même pas drôle, t'as même pas une canne comme la maman de Victor Eleanor. Et j'ai trouvé ça mais tellement frais, tellement léger et la maman vexée et tout. Et voilà, ou alors quand on voulait amener, ma fille voulait amener des enfants, des petits copains de classe, copines de classe sur des événements en handicap. Un jour, sur un événement de tournoi de personnes amputées qui faisaient du football en béquille. Et la maman, elle m'envoie un message, elle me dit « Ah non, je suis désolée, mais ma fille ne viendra pas avec ta fille parce que j'ai peur que le soir, elle en fasse des cauchemars. » Oh. Mais j'étais choquée, je me suis dit « Mais... Qu'est-ce que c'est que cette représentation du handicap ? On n'est pas des monstres. Au contraire, on est des exemples. On n'est pas des modèles parce qu'on est le modèle de la personne dont on a envie d'être le modèle ou la personne qu'on a envie d'inspirer. Mais en tout cas, on est l'incarnation du possible. Et parce que ça peut arriver à n'importe qui. Je le souhaite bien évidemment à personne, mais moi je me réveille alors que jusqu'à mes 28 ans tout allait bien, je me réveille dans le matin paralysée, les accidents de voiture, les maladies avec des répercussions, il y en a des tonnes, des répercussions sur nos facultés motrices, intellectuelles, même des allergies. Aujourd'hui, des allergies sont reconnues comme maladies invalidantes. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'en faire des cauchemars pour un enfant, c'est juste la réalité de la vie. Et il faut alerter l'enfant et le montrer que même si ça lui arrive, il pourra faire telle ou telle chose. Et
Voilà, après, c'est une philosophie de vie et d'éducation et de valeurs que transmettent les parents ou pas. Tu sais, la grossesse en elle-même, j'ai presque l'impression que c'était... Donc, on est considéré comme une grossesse à risque. Moi, j'étais, quand je suis tombée enceinte de la petite, j'étais considérée comme une grossesse à risque, donc avec un suivi un peu plus régulier. J'ai su quand même. Les seules informations que j'ai eues liées à ma maternité, à ma grossesse, c'était que c'était une période bienveillante, c'est-à-dire que la maladie, du fait de la protection des hormones, nous laissait tranquilles pendant les 9 mois de grossesse. Par contre, le trimestre postpartum, les 3 mois qui vont suivre l'accouchement, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre un point de vigilance. Et notamment, beaucoup de femmes prennent 15 ans une sclérose en plaques après l'accouchement de leur enfant. Et du coup, j'avais pas de ressources, vraiment. J'avais juste ce signal des médecins, des neurologues en me disant ah non, mais vous inquiétez pas, c'est une période entre guillemets bénie. Donc, j'ai vécu effectivement une jolie période. J'ai juste fait une micro-poussée sur les troubles de l'équilibre au mois d'août. J'ai dû accoucher sous césarienne avec une anesthésie générale parce que mon kiné, vraiment Claude Lemouzy, il s'est lui intéressé en se disant quels sont les risques de se dire qu'elle peut faire une poussée ou une crise de spasticité pendant l'accouchement. Parce que j'avais énormément de spasticité, c'est une raideur musculaire incontrôlée. Et du coup, avec mon kiné, on a fait le choix d'accoucher par césarienne parce que la petite était en siège décomplété, donc la tête prise entre les pieds, cachée sous les côtes et tout. Il me dit, mais Cécile, au moment où il va falloir passer la tête, si jamais tu n'y arrives pas, tu peux faire une enfant avec un handicap moteur, mental, avec des conséquences hyper importantes. Donc j'ai fait le choix de cette césarienne. Ça a été dur à accepter parce que pour moi, il manquerait quelque chose. On m'enlève mon enfant, c'est pas moi qui lui donne la vie, on donne la vie à mon enfant. Je l'ai revécu avec, dans un biais énergétique avec justement ce kiné qui faisait d'énergétique. Je l'ai revécu pour pas avoir parce que anesthésie générale, césarienne. Je suis restée pendant 2h30 sans voir mon enfant et c'est quand même quelque chose de douloureux quand même. Et par contre, j'ai énormément parlé à ce bébé qui était dans mon ventre, à ma fille, qu'elle allait avoir une maman handicapée, que notre vie serait cool mais différente par moment. Et ça a été une force. Ça a été une force d'avoir cette transparence. Donc on a fait de l'autonomie où justement on parlait, on communiquait avec la petite et le kiné il est parti du principe que la petite si elle s'est mise comme ça en siège décomplété, c'était pour justement me permettre de garder de la force sur ma jambe la plus forte et parce que je pouvais tomber à tout moment sur cette jambe qui manquait de force, cette jambe la plus handicapée. Et du coup, je pense que moi aussi, je crois beaucoup à ça. Pas que je me rattache à des choses qui peuvent paraître un peu ubuesques ou quoi que ce soit, mais je me rattache beaucoup à ça. Et Victor Honor, quand elle est née, elle a dormi dès la première nuit. Elle a dormi, j'avais l'impression qu'elle avait besoin de se dire, maman, elle a besoin de récupérer. On me l'a enlevée parce qu'en fait, moi, comme j'avais pas de sensibilité au bout des doigts, j'arrivais pas à sentir son souffle si elle dormait correctement ou quoi que ce soit. On me disait, mais moule ton doigt et mets-le sous ta narine, sauf que je sens pas mes bouts des doigts, donc j'allais pas faire ça. Donc je la réveillais, donc je réveillais cette petite qui dormait pour me rassurer, pour savoir si elle était bien en forme et tout. Et ça a été quelque chose de dur. À la maternité, je suis restée un peu plus longtemps, donc ils m'ont prise en nuit pour que je récupère bien et qu'elle aussi, que j'arrête de la réveiller en pleine nuit pour être sûre qu'elle aille bien. Et à la maison, pareil, elle a dormi de suite. Elle a été incroyable, mais je pense que c'est justement ce rapport que j'ai lié intra-utérus avec mon enfant
sur cette communication complètement naturelle et ouverte sur le handicap. Dans le bain, elle était incroyable, alors que moi, c'était une crainte de la faire glisser. La poussette m'a permis de marcher quasi correctement, puisque j'avais plus de béquilles, je me tenais à la poussette, les béquilles étaient calées sur les côtés. Ah non, ça a été une résurrection, non pas une revanche sur la vie, mais se réinventer, on s'est réinventé. Moi, je considère que je me suis réinventée en 2002 quand je suis tombée malade. Autant j'ai une naissance biologique qui date de 1974, autant je me suis réinventé ma vie avec le handicap, parce que c'est moi qui ai choisi de vivre comme je voulais la vivre. Et après, j'ai réinventé ma vie avec ma vie de maman, ma vie de femme. Et ma fille a contribué vraiment à réinventer de la plus belle des manières cette vie de femme et cette vie de maman. On a voulu régionaliser, départementaliser, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, les MDPH, déjà, qui se trouvent aujourd'hui à la fois débordés par les dossiers MDPH, qui se trouvent confrontés aux handicaps invisibles aussi, qui ne savent pas l'aborder. C'est compliqué, hein. C'est déjà très compliqué. Donc là, l'évolution, elle doit se faire quand tu passes dans des commissions de médecins, alors que tu as une sclérose en plaques qui ne peut être que dégénérative, avec un côté dégénératif plus ou moins lent ou plus ou moins accentué, mais parce que tu arrives avec un corps entier, quand on te dit que tu n'es pas handicapé, alors que tu trébuches, alors que tu as mal au corps, alors que parfois tu vas attraper un verre, tu crois qu'il est là, non. Plein de choses, plein de fonctionnalités de ton corps, même des troubles cognitifs, la concentration, la fatigue. Je sais très bien que les douleurs, elles ne sont pas notées. Les douleurs, ils ne les considèrent pas en cotation. La douleur n'est pas une cotation. Et la fatigue n'est pas non plus une cotation, parce qu'ils te disent « Ah, mais tout le monde est fatigué ». Non, une fatigue liée à telle ou telle pathologie est une fatigue propre à telle ou telle pathologie. C'est pas la même fatigue que quand t'es sorti et que t'es rentré à 2h ou 3h du matin et que t'es fatigué parce que t'as pas fait de nuit complète. Non, il y a des termes qui sont dédiés au handicap, mais malheureusement, même dans les MDPH, il y a des problèmes de compréhension, d'interprétation de ça. Donc aujourd'hui, et malheureusement, on en revient à ce pictogramme du fauteuil roulant, malheureusement, c'est quelque chose qui induit en erreur. Parce qu'on s'attend toujours à voir une personne en fauteuil roulant, ou alors amputée, ou alors avec une canne blanche, ou alors avec une trisomie, ou un handicap intellectuel physique, parce que, en fait, on n'a pas envie, comme je dis toujours, handicap invisible égale imprévisible. On n'a pas envie de trop se poser de questions sur ce que ça peut représenter. Déjà, à la fois, tu sais très bien que quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui est amputé, c'est pas contagieux. La trisomie, c'est pas contagieux. Être aveugle, c'est pas contagieux. Il y a encore, pour moi, moi je l'ai souvent dit, je dis j'ai une sclérose en plaques. Les gens qui connaissaient pas il y a très longtemps, qui connaissaient pas le mot sclérose en plaques, je dis non, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Je voyais un peu un effet de recul et tout ça. Donc il y a encore toute cette préhension et cette appréhension du handicap qui est faussée. Quand tu vois que ton pictogramme du fauteuil roulant, il incarne que, entre guillemets toujours, je sais pas, c'est 2% des personnes handicapées. On a plus de 12 millions de personnes handicapées en France. 2% de ces personnes-là sont en fauteuil roulant. J'ai pas envie de dire c'est tout, mais c'est minoritaire par rapport. Ça veut dire que 98 autres pourcents sont différents, et 80% de ces 98 autres pourcents sont avec un handicap invisible, jonglent avec un handicap invisible, jonglent avec l'imprévisible, de se dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est qui va pas fonctionner? C'est ma jambe droite, c'est ma peau qui va me brûler, c'est mes fonctions urinaires qui vont pas être bien régulées. C'est quoi? C'est mon œil droit qui va être voilé. C'est ça en fait. Le fait de parler de maladies dégénératives, ça peut faire peur. Et les gens, moins t'en parles, moins t'en as peur au final. Et moi j'aime dire que dans tout ce qu'on vit, la peur c'est une alliée. Parce que la peur, c'est quelque chose qui va te permettre de comprendre les choses.
Moi, je le vois sportivement, parfois, j'ai peur d'aller sur cette bosse. Alors, ok, j'ai peur, mais qu'est-ce que je mets en face? Quelles sont les ressources et les clés que je vais mettre en face pour ne plus avoir peur? Quelles sont les ressources et les clés que je vais mettre face à une personne qui va être recrutée avec un handicap dans une société? Qu'est-ce que je mets en face? Donc, en fait, la peur, c'est super inspirant. Ça va t'inspirer, ça va aspirer à mettre des choses en place. Donc, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur du handicap. N'ayons pas peur de parler du handicap. Moi, c'est la communication. Aujourd'hui, on est en retard. On est en retard. Alors, on va te dire, oh, la France est un vieux pays, donc on est en retard en termes d'accessibilité. Mais il faut se dire aussi que l'accessibilité, c'est la facilité pour d'autres personnes. C'est-à-dire que si tu rends quelque chose accessible, certes pour un fauteuil roulant, mais tu vas le rendre accessible pour une personne qui va être avec une poussette, pour une personne qui va voyager avec des valises, pour une personne âgée ou moins âgée. Il y a les bobos, les machins, les trucs qui vont faire leur marché. C'est plus facile de circuler sur ces endroits accessibles avec une poussette, avec un fauteuil, avec un petit chariot, avec des valises. Arrêtons de diaboliser le handicap, de se dire toujours « allez, encore parler du handicap, Non, c'est juste le vivre ensemble. C'est favoriser en fait j'aime bien cette boule à facettes, tu vois, la boule à facettes qui a plein de facettes. Et en fait, la facette, elle reflète la lumière de chacun de nous. Et j'aime bien souvent dire, voilà, cette boule à facettes, c'est la Terre, mais avec la singularité et l'unicité de chacun. Et on se reflète, on s'enrichit les uns les autres. Bon, moi, j'adore dire ça, mais on est en retard. On est en retard en termes de... Là, je vais pousser mon petit coup de gueule. Là, c'est ma petite parenthèse. C'est que quand tu vois, on a réussi, tout le monde s'est réjoui des Jeux paralympiques de Paris. Succès, méga succès. 2 semaines après, le ministère des Personnes handicapées, il saute. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Et alors, on a signé des pétitions, on a fait plein de choses. Michael Jérémias, qui est quelqu'un de hyper inspirant dans le monde du handicap, il a monté des pétitions, il est allé pousser des coups de gueule. C'est pas normal. Les gens se sont régalés de voir non pas... Ouais, ils ont vu du handicap. Ouais, mais ils ont surtout vu des champions et des championnes. Ils ont vu des performances, ils ont vu comment on rend possible quelque chose grâce à des dispositifs, une lame, ou alors compris des corps qui étaient entiers et qui couraient, ils se sont intéressés. En fait, c'est s'intéresser. Et moi, comme j'aime le dire, il ne faut pas s'intéresser au handicap invisible en soi. Il faut s'intéresser aux conséquences du handicap invisible. C'est parce que le handicap invisible, c'est pas facile à incarner, mais par contre, quelles sont les conséquences? Est-ce que dans une journée, tu vas pouvoir aller travailler pendant 7 heures sans être obligé de faire des pauses? Donc, tu vois, moi, j'avais avec le petit pictogramme du handicap invisible, les gens à la cave, par exemple, ils m'ont commandé des mugs. Et en fait, plutôt que de verbaliser, de tout le temps être en train de devoir se justifier auprès des autres collègues, parfois, ils sortent le mug en mode petit temps mort, petite pause café pendant 10 minutes. Je vais être un peu moins efficace. Laissez-moi souffler. Et puis voilà, c'est pas besoin de se justifier. Communiquer, c'est génial. Se justifier, c'est moins drôle. J'ai souhaité faire évoluer le pictogramme du handicap de ce fauteuil roulant suite à un événement que j'ai vécu en été où j'étais pas en grande forme et j'étais avec ma fille. Nous allions dîner dans un restaurant. J'ai une carte handicapée pour pouvoir me garer sur une place handicapée, mais j'essaie de quand même faire toujours le tour du parking, me dire, il y a toujours plus handicapés que moi. Si jamais je fais une fois le tour du parking, si je ne trouve pas de place, à ce moment-là, je sors ma carte, je la mets sur mon tableau de bord et je me gare. Et donc, du coup, on fait le tour de parking une fois, pas de place. 2 places handicapées disponibles. On fait le tour du parking une deuxième fois, pas de place. J'attends un peu, je me dis, ça peut bouger. 3 fois, et ma fille me dit, mais maman, regarde dans quel état tu es aujourd'hui. Maman, on vient de passer devant les places handi, gare-toi là. Et là, 2 personnes arrivent, en furie sur nous. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je viens de me garer sur la place handicapée. Elle me dit, vous n'avez pas le droit? Je lui dis, si, regardez ma carte. Elle me arrache la carte des mains, elle la retourne. Elle retourne dans tous les sens, elle revient sur l'autre face, elle voit la photo, elle me dit c'est une fausse carte. Donc je dis non, c'est pas une fausse carte, j'ai une sclérose en plaques. Elle me jette la carte et je vois ma petite, on touche à sa maman,
on touche à un sujet qu'elle connaît. Elle vit avec moi, elle sait à quel point la maladie peut être impactante à différents moments de la journée. Et du coup, elle commence à lever le ton sur les personnes. Et là, je suis partagée entre la dualité de maman qui essaie d'inculquer une bonne éducation à sa fille et en train d'essayer d'éduquer des gens qui considèrent que parce que je ne suis pas en fauteuil roulant, je n'ai rien à faire là. Et du coup, ils en limitent à me forcer à repartir dans ma voiture, à me prendre par la manche. Et donc, le ton monte et tout. Et je ferme la porte, je dis, je resterai là. Je suis une personne avec un handicap, j'ai une sclérose en plaques, je resterai là. Et ah oui, la dame, elle me dit, oui, vous êtes blonde, vous savez, blonde, c'est pas un handicap. Elle me sort des trucs, mais vous êtes une menteuse, vous vous servez des places handicapées, votre carte, elle est pas à vous. Mais c'est un scandale, il crie, il y a des gens qui se retournent. Et du coup, je me dis, je vais revenir, ma voiture va être rayée. Bon, finalement, la voiture n'a rien. Et là, je me dis, donc, ça me gâche le repas. Et je me dis, mais tout ça, la faute à qui? Pas forcément aux gens. Les gens, ils ont eu un côté quelque part un peu bienveillant en se disant, on va faire respecter, elle n'est pas handicapée, elle est sortie, elle marche. Pourquoi elle se met là? Alors qu'il y a peut-être une personne en fauteuil roulant qui a besoin. Et là, je me suis dit, mais en fait, la faute à ce pictogramme. Donc, comment l'incarner? Déjà, la plupart des pictogrammes sont masculins. Donc moi, je suis pas féministe, mais je suis pour de l'équité. Je suis pour qu'on puisse se reconnaître dans quelque chose. Comment montrer quelque chose qui ne se voit pas? Alors, j'ai pensé, déjà, la volonté, c'était de faire bouger les lignes. Donc, faire bouger les lignes, c'est faire un peu trembler les lignes, bousculer les lignes, bousculer les idées reçues. Et en plus, en me disant que comment tu symbolises quelque chose qui est fragile? Tu le fais un peu vaciller. Tu vois, tu vas prendre un arbre, le vent va taper dedans, ça le rend un peu plus fragile, il oscille, il tangue et tout. Et je me suis dit, si on faisait ça, si je faisais ça, donc j'ai contacté mon graphiste Jean-Gérard qui me fait toutes les photos depuis 2013 sur la problématique du handicap invisible, de la communication, de la sensibilisation au handicap invisible. Et du coup, j'ai dit, je veux faire ce pictogramme, moitié homme, moitié femme, pour l'équité. Et avec un corps entier, 2 jambes, 2 bras, pas de fauteuil roulant, mais avec cette fragilité, ce corps qui bouge. Il est loin d'être exhaustif. Il existe des pictogrammes. Moi, je ne suis pas en train de faire la guerre à des pictogrammes, bien au contraire. Bravo aux initiatives. Mais souvent, je reçois des messages en me disant « mais moi aussi, j'ai créé ça. » C'est bien, mettons-nous tous autour de la table, avec aussi des patients experts de tel ou tel, parce qu'on représente 80%, 9 à 10 millions de personnes handicapées en France, et brainstormons tous ensemble. Donc, nous, on a créé un collectif qui s'appelle Collectif Handicap Invisible pour porter au Sénat. Je suis soutenue par un sénateur aussi, pour vraiment bousculer. Quel que soit le pictogramme qui sera choisi, parce que on n'est pas dans une élection, on voudrait faire en sorte que ce soit pas stigmatisant, pas ghettoisant, pas en pointant du doigt quelque chose, parce que quand tu pointes du doigt quelque chose, tu incites les gens à regarder potentiellement ce qui pourrait être sur ton logo, et finalement, s'il n'y est pas, ça veut dire que tu ne fais pas partie de cette famille. Donc, du coup, je pense que l'idée des initiatives sont bonnes, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics bougent peu. Donc moi, je pars du principe aussi que de mener des initiatives associatives ou quoi que ce soit, vont faire bouger les choses et font prendre de l'ampleur à un mouvement. Je le vois, moi. J'ai plein d'entreprises maintenant qui viennent apposer le pictogramme du handicap invisible. Même s'il n'est pas exhaustif, il a pour but d'ouvrir le dialogue, de communiquer déjà sur cette équité, parce que malheureusement, la masculinité est quand même très présente dans notre monde. Et c'est un fait, c'est certainement historique. Donc, il y a beaucoup de femmes qui essaient de faire bouger les choses. Et moi, je me suis dit, voilà, mi-homme, mi-femme, quelque chose de tremblant. C'est pas du tout Parkinson, c'est plus pour montrer une fragilité dans le regard des gens, une fragilité dans la perception des gens, une fragilité dans la reconnaissance du handicap invisible. Et du coup, voilà, et la volonté de faire bouger les lignes sur ce corps entier.
Alors moi, j'ai une dernière question, Cécile, hein. Pourquoi avoir accepté de partager ton témoignage aujourd'hui avec nous? Pourquoi avoir accepté de répondre à Fréquence Parents? Alors, j'ai accepté déjà parce que quand tu m'as parlé du projet, déjà que ce soit une femme handicapée qui porte le projet et le dynamisme et la dynamique que tu as et la passion que tu mets dans tes mots, dans ta volonté de faire bouger les choses, dans les initiatives, parce qu'il n'y a pas que ce podcast, tu fais plein de choses. Donc moi, je ne pouvais être que réceptive et respectueuse et respecter cette démarche. Donc moi, j'ai adoré et tu l'incarnes. Donc voilà, que tu sois là à côté de moi. Et puis aussi, si je peux donner... je réponds à tout le monde sur les réseaux. Je réponds quand on me dit... Je ne suis pas... Alors, une chose est sûre, c'est que souvent les gens me posent des questions sur mon traitement, sur ce que je prends. Je ne suis pas médecin et je ne veux absolument pas me substituer à ça. Je peux juste vous dire ce que moi je vis, comment je le vis, les traitements, les machins. Mais ne faites rien sans l'accord de votre neurologue, sans l'accord de votre médecin, sans l'accord du spécialiste qui vous suit. Et moi, si je peux témoigner de cette évolution, parce que je la suis, cette évolution, parce que je suis en plein dedans, parce que je montre que, quoi qu'il en soit, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et le chemin, il se fait... hier encore, je témoignais du LinkedIn avec le pictogramme et les gens me disent « Ah, le chemin, il est encore long ». J'ai dit « Mais non, certes, le chemin, il est encore long, mais il y a un chemin. Et dites-vous qu'il y a un chemin. On n'est pas... et donc, sur ce chemin, pas à pas, les étapes, elles contribuent à faire évoluer les choses et ton podcast contribue à faire évoluer les choses, et à aider les gens. Donc moi, je suis dans la bienveillance, je suis dans le partage et je te remercie de m'avoir accepté comme invitée. Merci à toi. Merci infiniment. Vous venez d'écouter Fréquence Parents. Alors si vous aussi êtes parent ou futur parent en situation de handicap, rejoignez le collectif Antiparentalité, un réseau de soutien et d'entraide entre pairs. Un podcast réalisé par Action Visible en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et les marques Azae et Dom Alliance, spécialistes des services à la personne et membres du groupe à domicile.